Je vais présenter Marie-Michel, pour ça, je vais lui passer la parole. Marie-Michel Dionne, qui a terminé son doctorat à l'Université Laval en tracéologie avec Jacques Chabot. Donc, sa spécialité, c'est beaucoup sur les outils en pierre de la paléohistoire au Nunavik, puis elle s'est spécialisée ensuite sur l'ensemble du Québec. Elle a beaucoup travaillé au Nunavik là, en 2001, 2008 et 2009. Puis ensuite, les fouilles se sont étendues là, après son doctorat. Elle a été chargée de cours à l'Université Laval. J'occupe d'ailleurs son bureau en ce moment. Euh, puis elle a aussi cofondé la coopérative en analyse spécialisée en archéologie Gaia en 2010. Puis aujourd'hui, la coopérative offre notamment des services d'analyse en archéologie par Marie-Michel. Puis de 2017 à 2020, elle était chargée de projet pour Archéolab Québec, le site que je vous invite à consulter parce que c'est des collections en ligne du Québec. C'est vraiment une superbe qualité. Puis présentement, elle s'est jointe à l'équipe d'archéologues de Parc Canada et elle continue à travailler là, avec les laboratoires d'archéologie de l'Université Laval avec des projets là, avec le professeur Jacques Chabot qui est tracéologue, lui également. Donc, je laisse la place à Marie-Michel sans plus tarder. Bonjour. En fait, le but de ma présentation aujourd'hui, c'est pas tant de m'attarder sur la méthodologie, la tracéologie comme telle, ce que je fais le plus souvent, là. Mais je n'ai pas le choix de passer par là pour que je veux vous faire comprendre c'est quoi la donnée tracéologique que je vais chercher, puis surtout jusqu'où ça peut nous mener. La seule fois, je dirais, là, très honnêtement, puis je ne suis pas la seule à avoir vécu ça, je pense, la seule fois où je l'ai amené le plus loin que je pouvais, que je considère qu'une donnée tracéologique peut être interprétée, être intéressante. Tout le maximum d'informations qu'elle peut nous donner, c'est dans ma thèse de doctorat, parce que bien souvent, c'est le seul moment où on a le temps et les moyens et l'occasion de mener une recherche à son extrême maximum de capacité. Alors, malheureusement, depuis, j'ai fait plusieurs analyses tracéologiques, mais je reste toujours, je trouve, à un degré un peu frustrant d'interprétation. Je ne peux pas la mener aussi loin que lorsque je l'ai faite lors de ma thèse. Donc, c'est ça que je vais vous présenter aujourd'hui. C'est ce que je pense que la donnée tracéologique peut donner. Ultimement, un jour, si on réussit à accumuler des données, si bien sûr, je ne suis pas toute seule à le faire, il y a d'autres tracéologues québécois qui s'en viennent d'ailleurs derrière, là. L'accumulation des données va finalement permettre, je pense, d'aller plus loin avec ce type de données-là qui est, à mon sens, sous-exploité encore aujourd'hui. Donc, en fait, la tracéologie, ça consiste à décoder l'outil, ça consiste à apprendre un langage qui est exprimé à travers des micro-traces qui sont laissées par l'utilisation de l'outil. Donc, puis cette donnée-là permet ultimement de décoder l'humain. Ce que je veux dire par là, c'est décoder les comportements humains, décoder les choix humains qui ont été faits. Donc, essayer de comprendre plus en profondeur les sociétés du passé. Ce qui est, comme on a vu dans la présentation précédente, un peu le but de l'existence de la discipline archéologique. Donc, décoder l'outil. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire d'abord, il faut étudier des dynamiques d'usure. Parce que comme je viens de dire, c'est comme un langage qu'on apprend puis qu'on doit lire, puis qu'on doit expliquer, interpréter. Donc, il faut que je comprenne comment mon outil de quelle façon l'usure va se développer. Donc, je dois commencer par utiliser moi-même des outils, par regarder la trace se former progressivement en prenant des photos, tout le temps des enregistrements visuels de ça. Puis, constituer des référentiels expérimentaux. En termes d'images, oui, des photos, mais la photo elle-même, c'est un moment qui est capté à un moment précis sur l'outil, un endroit précis, mais c'est vraiment la vision globale des traces les unes par rapport aux autres qui va être le référentiel comme tel. Donc, le catalogue photo ne peut pas être utilisé par n'importe qui comme référentiel pour interpréter des traces qu'on verrait au microscope. Ça prend tout le contexte autour de la trace qu'on voit. Donc, c'est comme si le catalogue photo me sert un peu d'aide-mémoire. Qu'est-ce que j'ai vu? À quel moment d'utilisation, sur quel genre d'utilisation, de quelle façon l'outil est utilisé et quelle trace ça a donné, mais j'ai besoin de tout le codage qu'il y a autour. J'ai besoin de ma base de données avec toute l'interprétation de ces traces-là en termes dans le descriptif détaillé, si je peux dire. Donc, il faut constituer des référentiels expérimentaux, ce qui est assez long. Analyser les stigmates d'utilisation. La principale étape, c'est à fort grossissement, là, au microscope, 100 fois, 200 fois, 400 fois, mais je dois aussi prendre en considération les stigmates qui sont visibles à l'œil nu ou à faible grossissement.
Ça, je tiens à souligner qu'il y a beaucoup de confusion à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui pensent qu'ils font, tu sais, bon, il y a des gens, là, je ne veux pas paraître, je ne veux pas dénigrer quoi que ce soit parce que c'est quand même une observation qui est importante. C'est juste que moi, vu que j'ai fait beaucoup de microscopes, tu sais, pour moi, c'est juste la première partie tu sais, c'est comme une première observation, oui, qui va te dire, oui, cet objet-là, on va l'analyser plus loin parce qu'il semble avoir été utilisé. Mais je ne peux pas dire, il a été utilisé parce que de marcher sur un rebord d'outils peut faire en sorte qu'il va y avoir des petits éclats qui vont partir, qui vont être visibles à l'œil nu, puis l'archéologue va penser que c'est une utilisation effective alors que c'est juste quelqu'un qui a marché dessus, par exemple. Donc, c'est ça. Donc, oui, c'est une première observation qui peut me permettre de dire on va aller l'envoyer en tracéologie là, parce que ça vaudrait la peine. Je pense qu'il y a comme des indices qui nous révèlent qu'il a peut-être été utilisé. Mais c'est ça. Mais dans les collections, dans les inventaires archéologiques, on voit souvent des catégories éclats utilisés. Moi, je dirais plutôt à ce niveau-là, s'il n'y a pas eu d'analyse tracéologique, éclat à potentiel d'utilisation. On ne peut pas diagnostiquer une fonction s'il n'y a pas eu d'analyse plus approfondie. Ensuite, il faut interpréter les données tracéologiques. Ça va permettre de déterminer la fonction de l'outil. Mais là, je suis encore au niveau de mon petit outil individuel. Là. Puis, idéalement, de déduire des activités techniques qui ont été effectivement pratiquées sur le site, puis d'arriver à des interprétations fonctionnelles. Ce type d'outil-là va être utilisé de telle façon. Élargir un petit peu la perspective. Donc, ça, c'est ça en quoi consiste décoder l'outil. Donc, quand je disais constituer des référentiels expérimentaux, c'est extrêmement laborieux. Il y a plusieurs étudiants qui sont plus étudiants aujourd'hui, qui peuvent en témoigner, qui ont travaillé avec moi, qui m'ont aidé à constituer ces fameux référentiels expérimentaux qui évoluent encore actuellement dans les laboratoires de M. Chabot. Donc, il faut identifier les variables. Donc, en premier lieu, je choisis des matières premières que je souhaite expérimenter. Je choisis des fonctions que je souhaite expérimenter. Puis tout ça va être documenté de manière très, très précise dans une base de données. Je choisis les matières que je vais travailler et les durées d'utilisation. Donc, je vais observer mon outil à 0 utilisation, ce qui est la phase la plus difficile à faire parce qu'il n'y a aucune motivation à faire ça, de regarder des rebords au microscope pas utilisés. C'est juste pour que le cerveau comprenne de quoi a l'air la matrice originelle, naturelle de cette matière première-là. Les petits micro-enlèvements qui peuvent être là naturellement aussi, puis pour voir l'évolution des traces, puis à savoir après ça reconnaître les traces des non-traces. Donc, après ça, on va l'utiliser 5 minutes, on va le regarder au microscope, on va l'utiliser 10 minutes, on va le regarder au microscope, jusqu'à idéalement se rendre à 90 minutes et on aimerait ça plus, mais à un moment donné, ça devient, il faut aboutir, il faut avoir des résultats, puis c'est énormément de temps et d'énergie là, à chaque séquence d'observation. Donc, après ça, un coup que j'ai déterminé mes variables puis que j'ai mon ensemble d'outils que je veux utiliser, d'éclats, d'objets, donc les utiliser, regarder au microscope puis créer une base de données. Les types de traces, les dynamiques d'usure, combinaisons de traces. Là, ça va tout être des statistiques que je vais faire. Je vais regrouper mes données individuelles là, puis je vais extraire des dynamiques d'usure, comprendre comment ma matière première s'use suivant un type d'utilisation d'une fonction donnée, une préhension donnée. Puis, je vais extraire des combinaisons de traces, des dynamiques d'usure. Puis, c'est ces dynamiques d'usure-là, puis ces combinaisons de traces-là qui vont, après ça, me permettre, lors de l'observation d'outils archéologiques, d'outils qui ont été trouvés en contexte archéologique, c'est ça que je veux identifier. Je veux trouver pas des traces ponctuelles, individuelles, anecdotiques. Là. Je veux trouver des combinaisons, puis c'est ces combinaisons-là qui vont me parler. Puis, donc, il y a 2 sortes d'expérimentation très, très, très complémentaires. Puis, c'est nécessaire de faire les 2. D'ailleurs, on voit Laurence ici. C'est-tu Laurence ou c'est... Non, c'est... Non, c'est pas toi, c'est le... OK, c'est bon. Excusez. Donc, il y a l'expérimentation en laboratoire. Ça veut dire un protocole rigide, enregistrement systématique, observation très contrôlée, puis compréhension des dynamiques d'usure de manière très, très orthodoxe, disons, là, très encadrée. C'est nécessaire parce que, je veux éviter de me laisser distraire par les bruits, puis je veux
j'essaie de reproduire plusieurs fois la même fonction pour voir si ça va, pour voir dans quel, comment je pourrais dire, le spectre de variation possible d'une même fonction. Là. Tu sais, comment les combinaisons de traces vont varier pour qu'après, je puisse reconnaître cette variabilité-là en contexte archéologique. Mais il y a aussi l'expérimentation sur le terrain. Vu qu'on est des humains qui étudient des humains, c'est bien beau je veux dire, les protocoles très scientifiques, puis notre attachement à la science dure, pure, là, est important parce qu'on veut des résultats reproductibles et tout ça, mais on est des humains qui étudient des humains. Donc, je pense que cet aspect-là, il ne faut pas en avoir honte, il ne faut pas le négliger, il ne faut pas avoir peur d'avoir l'air d'une science molle parce qu'on considère cette donnée-là. Moi, en tout cas, mes expérimentations moi-même sur le terrain m'ont permis de sentir plusieurs choses, m'ont permis de développer un genre d'instinct qui m'aide à comprendre après ça mes données un peu plus rigides. Ça va devenir un peu plus concret plus tard dans ma présentation. Donc, expérimentation sur le terrain, qu'est-ce que ça me permet? J'essaie de reproduire les gestes que j'ai compris, parce que ce n'est pas naturel chez moi. Hein? Je n'ai pas été éduquée en faisant travailler des peaux pour faire mes propres habits. Il a fallu que je comprenne c'est quoi le processus avec des données ethnographiques, c'est quoi le processus pour amener une peau la retirer de l'animal, puis l'amener apte à devenir un vêtement durable, solide ou une pièce d'équipement qui va être utile. Alors, j'ai appris, il y a une séquence de gestes qui est quand même obligatoire pour y arriver, qui est quand même assez universelle. Puis maintenant, dans quel contexte, maintenant, quand j'ai essayé de prendre le toolkit, l'assemblage d'outils typiques du dorsetien, puis l'appliquer j'ai essayé d'associer les différents types d'outils qu'on trouve dans ces assemblages-là à des phases de la chaîne opératoire, parce que là, de traitement des peaux, parce que c'était mon sujet d'étude sur lequel j'ai choisi de me pencher pour ma thèse. Donc, mais là, ce n'était pas si évident. Tu sais, on a beaucoup de micro-lames, de micro-outils, on a des grattoirs, tout ça, mais est-ce que je suis capable de rattacher ces différents outils-là à une étape de la phase opératoire réelle là, pour partir d'enlever la peau de l'animal à en faire une peau travaillable, là, qui va être durable, conservable? C'est quand même pas évident. Il a fallu que je fasse des choix. Il a fallu que je pense. Là, la microlame, elle s'utilise très bien pour enlever la peau de l'animal. Il y a même des Inuits, le chasseur Inuit avec qui je travaillais, il l'a essayé puis il était impressionné par l'efficacité de cet outil-là. Donc, on en parle, on le teste, on regarde dans quelles circonstances cet outil-là est utile pour vrai, parce que, tu sais, ça ne sert à rien d'attribuer une fonction à un outil si finalement il est complètement inutile pour faire cette tâche-là. Donc, il y a c'est ça, la façon, éprouver les outils, donc comprendre les choix techniques qui ont été faits, dans quelles circonstances on choisit un outil, pour faire quoi, reproduire les gestes. La microlame, là, on s'imaginait qu'on l'utilisait de telle façon, mais finalement, c'est pas comme ça. Il y a une certaine séquence dans laquelle elle est vraiment, vraiment efficace. Les types d'emmanchements aussi qui sont efficaces, les autres qui le sont moins. Là, en essayant de reproduire la chaîne opératoire là, des passages avec les outils que j'avais en main, les reproductions d'outils que j'avais en main, là, pas des outils archéologiques, j'ai découvert qu'il me manquait un outil important. J'aurais eu besoin d'un gros outil, quelque chose, un percuteur ou quelque chose de très solide pour désarticuler le caribou. Donc, ça, c'est fait. Sauf que là, je n'ai pas poursuivi plus loin ce questionnement-là. Bon, c'est un questionnement qui reste en l'air. Tu sais, quand on étudie les assemblages dorsetiens, tu sais, on ne considère pas vraiment cette tâche-là d'avoir besoin de désarticuler comme tel. En tout cas, moi, je n'ai jamais vu ça mis de l'avant vraiment dans les toolkits, les assemblages d'outils associés au paléo-esquimau. Là, je ne vais pas digresser davantage là-dessus. Donc, qu'est-ce que ça donne après ça? C'est juste pour vous montrer de quoi ça a l'air, une observation. Bon, à 0 minutes, on voit qu'il ne se passe rien. 5 minutes, on a déjà des enlèvements, des fracturations. À 30 minutes, on a un poly qui commence à se développer et on a, après la phase de fracturation du bord brut, parce que là, ça, c'est des éclats, donc c'est un bord brut. Donc, il n'a pas été solidifié par des retouches. Là. Il n'y a pas de front aménagé, comme par exemple le front d'un grattoir, ce qui va solidifier le rebord. Donc, c'est un tranchant brut. Donc, il va commencer par casser. Après avoir cassé, il va commencer à s'éroder, à développer un poly. Puis, on voit à 45 minutes que le poly est quand même assez bien développé. Puis, on a le rebord qui devient moins accidenté, plus érodé. Donc, juste pour montrer de quoi ça peut avoir l'air, un développement de traces. Puis, dans ce cas-ci, c'est un éclat brut qui a servi à couper.
de l'os, rainuré de l'os, je crois. Donc là, ça, c'est ce que je regarde comme variable, là, les types de stigmates. Il faut que j'analyse ça. Au final, là, c'est dans ces critères-là que il va y avoir différentes associations entre les critères. C'est ça qui va me donner mes combinaisons de traces. Là. Je vais avoir mettons, type de stigmate, abrasion. Là, je passe orientation transversale, répartition dispersée, puis fréquence très abondante. Développement des stigmates intenses. Là, cette combinaison-là va me permettre d'arriver à une interprétation de fonction, c'est-à-dire est-ce que ça a été utilisé, sur quoi ça a été utilisé, la texture de la matière qui a été travaillée, le geste coupé ou raclé, etc. Donc là, j'ai voulu montrer juste quelques exemples de quand je fais mon analyse, les ronds et les flèches représentent les stigmates que je vois et que je vais caractériser et ça va me permettre de proposer une combinaison de traces X. Là. Donc ici, dans les cercles, on a de l'érosion, un peu de poli. Les flèches montrent un rebord qui a été quand même fracturé. Là, il n'est plus obtus comme ça, mais il devient carré. Ici, ça, c'était du chert, mais ici, j'ai du quartz. Là, quartz, on est obligé d'aller à un plus fort degré de grossissement parce que là, il faut que je regarde ça à 400-500 fois absolument. Les traces, c'est pas le même langage qu'avec une pierre comme le chert. Par exemple, le quartz, lui, il va s'auto-user. C'est pas tant la matière travaillée qui va l'user que les micro-cristaux de quartz qui vont se détacher, qui, eux, vont être placés entre mon rebord, mon outil et la matière que je travaille, par exemple la peau. Puis c'est le micro-cristaux de quartz qui va créer les différents types de stries et d'usure. Donc, c'est pas du tout la même lecture. Là, je change de langage complètement quand je regarde du quartz ou du chert. Donc, dans ce cas ici, pour le quartz, c'est les types de stries qui vont être continues, discontinues, droites, recourbées, profondes, superficielles. C'est ça ma combinaison de traces va être constituée de ce type de caractère-là. Puis c'est ça qui va m'indiquer ce qui est arrivé ici. Comme là, ici, c'est un outil qui a servi à couper. Tandis que ici, c'est un grattoir en quartz qui a servi à gratter. Donc, on peut voir que j'ai une perte de matérialité. L'effet crunchy, là. Mais on voit le crunchy dans le haut. Là, les cercles essayent de démontrer, là, vous voyez dans le milieu du cercle, l'espèce de séparation, la frontière entre la matière qui a été arrachée et la matière naturelle. Donc, c'est vers le haut de l'image, c'est le front, la face inférieure de l'outil qui a gratté quelque chose d'assez rigide. Ce qui est important de comprendre, c'est que quand j'arrive, il y a différents niveaux interprétatifs et les uns sont le niveau ultime de déterminer la fonction de l'outil, il va être tributaire des niveaux précédents. Je ne peux pas avoir une fonction d'outil si je n'ai pas été capable d'atteindre les niveaux précédents. Donc, premièrement, juste le fait d'identifier une zone active sur un outil, c'est déjà une donnée. Je peux dire qu'il a été utilisé, il n'a pas été utilisé. Par exemple, si je trouve beaucoup d'outils en contexte de sépulture, puis il y a zéro utilisation, là, on peut se dire que c'est des outils qui ont été conçus juste pour offrir, c'est très rituel, là, ça a une symbolique, ils ont une fonction idéologique, rituelle, spirituelle, c'est selon, parce qu'ils ont été conçus pour ne pas être utilisés, mais être offerts aux morts, finalement. Après ça, le deuxième niveau que je suis capable le plus souvent d'interpréter, c'est l'action pratiquée, parce que là, ça va dépendre de l'orientation des traces. Donc, si je n'ai pas beaucoup de types de traces, si je n'ai pas une combinaison très riche qui me permet d'être pas mal sûre de mon interprétation, bien, au moins, j'ai l'orientation qui me permet de dire ça a gratté, ça l'a coupé, ça l'a percé, ou ça a été projeté dans une matière, comme dans le cas d'une pointe de projectile, là, ça va être une trace très ponctuelle, très marquée. Donc, après ça, l'autre niveau, c'est quand j'ai des combinaisons un peu plus fournies, là, je peux arriver à interpréter la texture de la matière travaillée, ensuite le type de matière travaillée et ultimement proposer une fonction pour cet outil-là. Donc, si je résume, le système de diagnostic fonctionnel consiste à identifier des types de traces, puis des combinaisons, la morphologie de ces traces-là, la position, l'orientation, tout ça pour arriver à 4 niveaux interprétatifs qui sont, le premier, je n'ai pas là. Ultimement, oui, j'ai une zone où je n'ai pas une zone active. Ensuite, texture, action, matière, fonction. Donc, il y a des exemples d'analyse, puis comment ça se présente un petit peu. Là, j'identifie la zone les zones où il y a les traces et
Ici, dans ce cas-ci, on a un grattoir en Schert. Donc, on voit c'est surtout des fracturations. Donc, j'ai sur la face inférieure du front qui a servi à gratter, je vais avoir des arrachements, là, des fracturations. Ça, c'est un grossissement de 100 fois. Ça, c'est en quartzite, un couteau qui a servi à probablement dépecer. Là. Selon les combinaisons de traces, j'avais une espèce de... Ça me révélait des matières mixtes, souples et humides, et aussi quelques ponctuellement, j'avais des indices de contact avec de l'os, une matière plus dure. Donc, les deux ensemble, ça suggère que ça aurait servi à dépecer. Encore du quartzite, une pointe de projectile. Donc là, on voit que l'action se passe tout à la pointe et ça l'a sûrement percuté quelque chose de très rigide comme probablement un os. Ici, encore une pointe de projectile, mais on voit que la trace est différente. Là, c'est plutôt que d'être des fracturations, arrachement de ma perte de matière, là, je vais avoir plus un poli, mais qui va avoir été créé très, très ponctuellement, là, puis très brillant. Donc le poli associé à l'os, un contact avec de l'os qui est intense, là, très fort, là, ça va donner quelque chose de très brillant. Bon, tout ça pour arriver à le but principal ici, qui n'était pas la méthodologie de la tracéologie comme telle, mais la donnée, c'est pas tout il ne faut pas s'arrêter à interpréter la fonction, même si c'est quand même intéressant. Puis les contrats d'analyse tracéo que j'ai faits, ça a quand même permis de voir qu'il y avait quelques outils qui avaient été utilisés, de confirmer certains types d'activités sur le site. Mais ça, c'est comme le premier niveau de base là, de ce à quoi sert la tracéologie, en mon sens. Parce je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin. Ça peut contribuer à décoder l'humain, mais bien sûr, comme tout type d'analyse en archéologie, c'est le travail d'équipe, la multidisciplinarité là, qui est la clé. Cette donnée-là toute seule ne va pas dire grand-chose. Si je la combine à d'autres données, tout ça, là, on s'en va quelque part, je pense. Il faut travailler en équipe. Donc, décoder l'humain, ça va me permettre, entre autres, d'aborder les modes d'utilisation des outils. Bon, là, ça, c'est le premier niveau. Comment, ça peut paraître évident, un grattoir, ça sert à gratter des pots. Souvent, là, c'est la première interprétation qui va sortir d'un inventaire, là, d'une analyse d'un site là, de base sans analyse spécialisée, mettons. Là, j'ai tant de grattoirs, on a travaillé les pots sur le site. Mais moi, en tracéologie, ce que j'observe, c'est que les grattoirs, par exemple en quartzite ou en quartz, qui est une matière beaucoup plus dure, va pouvoir aussi servir la plupart du temps. Là, on va choisir le quartzite pour gratter des matières plus dures que la peau, comme du bois, là, comme de l'os, de l'andouiller. On peut avoir besoin de gratter la surface de ces matières-là pour X raisons. Là. Les activités pratiquées sur le site. Donc, est-ce que j'ai des outils qui témoignent que sur place, il y a eu des activités de chasse, de traitement des peaux, de travail de l'os, etc. Le type de site, est-ce que je suis sur un camp de chasse temporaire, sur un site d'habitation? Est-ce que c'est une cache d'outils parce qu'il n'y a aucun outil là-dedans qui a été utilisé? Est-ce que je suis sur un atelier de taille? Puis les choix techniques un peu plus pointus, là, là on s'en va plus vers l'organisation sociale, puis les interactions sociales, tous les choix qui ont été faits, le niveau un peu plus idéologique d'une société donnée. Si je m'explique plus en détail là-dessus, tout part de la chaîne opératoire conceptuelle. Donc, c'est-à-dire que toute activité technique est une étape d'une chaîne opératoire. Puis l'outil va me parler pas seulement de sa chaîne opératoire à lui, c'est-à-dire que lui fait partie d'une chaîne opératoire, il est la finalité, je ne dirais pas la finalité parce que sa finalité, ça va être son abandon, mais l'outil lui-même fait partie d'une chaîne, est issu de sa propre chaîne opératoire, mais il peut aussi témoigner de chaînes opératoires autres dans lesquelles il a été un acteur. Donc, moi, si je prends l'exemple de ma thèse, les outils que j'ai choisis, je les ai choisis pour qu'ils pour qu'ils me parlent de la chaîne opératoire de traitement des peaux. Mais les peaux ne sont plus là. On ne les trouve pas sur les sites paléo-esquimaux. Donc, je vais me servir des outils pour qu'eux me parlent de leur participation à la chaîne opératoire de traitement des peaux. Puis, ultimement, comme c'est là que je m'en vais vers la fin de ma présentation, c'est pas juste de me parler de la pratique, les modalités de pratique de cette chaîne opératoire-là de traitement des peaux, mais aussi donner de la visibilité, à essayer de voir la femme paléo-esquimau, sa participation aux activités d'approvisionnement, puis de production, puis aux activités socio-économiques de la société dorsetienne.
Donc, c'est un peu là que je vais revenir avec la chaîne opératoire. Donc, la chaîne opératoire de traitement des peaux. Donc, d'abord, ce qu'il fallait que je fasse, c'est extraire quelles sont les étapes. J'essayais de comprendre quelles étaient les étapes d'une chaîne opératoire pour amener une peau de l'extraction de l'animal à un produit utilisable que je peux percevoir, auquel mes outils que j'ai choisis là, peuvent avoir participé. Parce que ce n'est pas n'importe quelle étape. Je n'avais pas d'aiguille à couture, d'aiguille en os dans mon assemblage. Donc, moi, mes outils que j'ai, de quoi ils peuvent me parler? Donc, j'avais l'acquisition. D'abord, il y a l'acquisition. La première étape, c'est on tue le caribou pour extraire la peau. Fait que oui, j'avais des microlames qui pouvaient, selon mes expérimentations aussi à moi que j'avais fait, potentiellement avoir servi à enlever la peau de l'animal. Des étapes de production, donc écharner, épiler, assouplir, casser les fibres en différents grattoirs qui peuvent avoir servi à différentes étapes parce que tu vas avoir un assouplissement primaire, là, la peau là, qui est tout d'abord très rigide, il faut casser la fibre. Donc là, ça va être ma texture de matière va être très rigide. Contrairement à une peau qui va être déjà les différents stades d'assouplissement, donc ça va laisser des combinaisons de traces différentes. Puis la conception, là, je peux avoir des éclats ou des couteaux qui ont servi à découper la peau, qui étaient prêtes pour constituer un patron, là, par exemple. Donc, ma chaîne opératoire tracéologique potentielle, il va y avoir des phases initiales, il va y avoir des phases d'assouplissement puis des phases de confection. Alors, on va aller dans le vif du sujet. Donc, j'avais 3 sites, Pita, Tivi, Tayara, là, dans le bout du détroit du Son, là, complètement en haut de Nunavik. Ça m'a permis, mes analyses m'ont permis de déterminer de raffiner. Oui, c'est une micro-lame, mais c'est un micro-racloir parce que ça a servi à racler. Par exemple, oui, c'est un éclat, mais c'est un éclat couteau parce que finalement, il est utilisé comme couteau. Donc, j'ai raffiné un peu mes catégories fonctionnelles. Dans différentes proportions, j'étais capable de voir des phases initiales, des phases de confection, l'assouplissement de la peau, donc dans les différents sites. L'idée, ce n'est pas de passer à travers mes statistiques. Là, je veux juste vous amener au bout de la réflexion d'analyse, jusqu'où on peut aller avec ça. Donc, après ça, j'ai réussi à placer mes sites, c'est des sites qui avaient déjà été étudiés. C'est ça qui est important pour moi, c'est que là, moi, je veux confronter mes résultats. Est-ce que je suis capable d'aller, d'infirmer, confirmer la première interprétation qui a été faite sans analyse tracéo, puis est-ce que je suis capable en plus d'aller un petit peu plus loin avec ça? Donc, c'est des sites on savait déjà un peu où s'ils se situaient dans le cycle saisonnier d'exploitation des ressources, dans un contexte arctique. Donc, moi, les fonctions que j'ai réussi à mettre de l'avant, les activités, les types d'activités de la chaîne opératoire de traitement des peaux m'ont révélé que comme par exemple Tayara, le mauve, on est plus, le vert, on est plus dans le traitement des ressources acquises, là, des ressources de la peau, par exemple, dans mon cas. Dans le rouge, on est dans la plus acquisition, c'est-à-dire on est dans la peau fraîche ou la viande ou ces choses-là. Puis, les activités de production comme telles, de fabrication, confection sont en mauve ici. Donc là, ça se répartit. Ce que j'ai pu mettre, je peux voir comment ces activités-là se répartissent autour du cycle saisonnier d'exploitation des ressources. Donc, si je me penche plus sur, mettons, le site de TV sur lequel j'ai pu aller encore un peu plus loin là, dans mes interprétations, là, je vais avoir les différentes textures travaillées sur ce site-là. Les phases opératoires représentées, les matières travaillées dans différentes proportions. L'idée, c'est après ça de regarder la répartition spatiale de tout ça sur le site, parce qu'il y avait déjà eu une analyse spatiale de faite par Muriel Nagy en 2000. Moi, je suis repartie de ça, puis j'ai placé mes fonctions dans cette répartition spatiale-là. Donc, pour le site de TV, ce que je trouvais intéressant ici, c'est que là, j'ai une espèce de concentration d'outils qui ont été utilisés pour les phases de traitement de la peau là, en cours d'assouplissement. Donc, traitement des peaux sèches, rassemblés dans une zone centrale, tandis que mes traitements de viande, de matière fraîche, plus associés à la phase d'acquisition, par exemple, sont répartis à travers les structures d'habitation.
Il y avait sur Tayara aussi où je constatais des trucs intéressants. J'avais aussi, encore une fois, des concentrations, les activités de traitement de peau sèche avaient tendance à se regrouper à certains endroits. Puis, je remarquais que les microlabs ayant servi au traitement des matières dures, là, c'est-à-dire soit os, ivoire ou andouillé, que je ne peux pas tant discriminer si je n'ai pas d'autres indices qui peuvent me permettre de préciser davantage. Avait tendance à se disperser dans l'espace. Puis, ce qui était intéressant dans le cas de Tayara, c'est que les analyses zooarchéologiques avaient déjà démontré qu'on était dans un site où on voyait la chaîne opératoire complète de l'exploitation du morse. Fait que là, moi, ben, avec cette donnée-là, j'ai du travail, des microlames en quartz qui ont servi à travailler une matière très dure qui peut être l'ivoire de morse. Ben, ça vient compléter la chaîne opératoire d'exploitation des morses, puis de l'association du site Tayara comme site spécialisé finalement pour tout ce qui est les ressources tirées du morse. Donc, après ça, pour comprendre, j'ai décidé d'étudier la microéconomie domestique à l'intérieur de mes 3 sites, puis plus particulièrement sur Tivi et Tayara, parce que c'est là que je voyais vraiment plus des tendances de regroupement. En considérant, je me suis inspirée de Brombach et Jarvanpak, eux autres, considèrent que l'activité chasse, c'est pas la chasse, puis après ça, tu segmentes les types d'activités. Le processus global d'approvisionnement inclut la chasse qui se poursuit ensuite dans le traitement des ressources pour en faire des produits. C'est comme un processus global qu'il faut voir comme une chaîne opératoire, encore une fois. Voir ça dans une perspective de placer ma donnée tracéologique, ma donnée fonctionnelle dans une perspective de microéconomie domestique, en me servant de l'exemple, comparer les Inuits avec les Dorsétiens. Je me suis inspirée aussi de propositions faites par Lemoine en 2003. En regardant ça comme Lemoine, on considère que Lemoine avait déjà mis de l'avant que chez les Inuits, on a tendance à l'activité plus coopérative communautaire, c'est plus masculin, la chasse, ils vont à la chasse, ils partent à la chasse ensemble. Après, c'est les familles nucléaires qui vont se répartir la suite du processus global d'approvisionnement. En traitant les matières, puis en faisant la confection à l'intérieur, la production à l'intérieur de chaque unité nucléaire. Tandis que chez les Dorsétiens, ce que Lemoine mettait de l'avant avec son analyse des structures d'habitation, avec l'aménagement axial, c'est qu'il y aurait probablement plus les produits de la chasse vont être traités de façon communautaire. Puis, mettons, si je vais très raccourci, là, les femmes seraient considérées comme des spécialistes à ce moment-là, les spécialistes de traitement-confection, la deuxième phase du processus d'approvisionnement. Donc, ils vont travailler, il va y avoir des gens qui vont faire qui vont s'occuper de générer les provisions, d'autres traitements, confection, mais pas séparés dans les unités de famille nucléaire. Donc, avec ma donnée fonctionnelle, c'est ça, je pouvais amener Tivi et Tayara dans cette optique-là. Puis, j'ai navigué j'ai essayé de voir si je ne pouvais pas arrimer mes résultats aux propositions de Lemoine pour déterminer si on n'arriverait pas à voir la femme dorsétienne, à voir son type d'activité, puis surtout à voir la coopération au niveau de la microéconomie domestique, là, coopération féminine. Puis repenser le site, la notion de site spécialisé, de camp spécialisé, comme pour les Dorsétiens, ben, ça serait l'intervention d'une espèce d'unité de production spécialisée qui étaient les femmes dorsétiennes. Tout ça pour en arriver à repenser la notion de campement spécialisé dans le contexte dorsétien s'exprimera pas de la même façon que quand on pense au campement inuit, par exemple. Donc, c'est ça. Est-ce que, ultimement, c'est sûr que si on se met à le faire beaucoup, est-ce que la donnée fonctionnelle peut permettre d'augmenter la visibilité de la femme, la participation de la femme dorsétienne, puis ultimement de la femme dans toute la paléohistoire au Québec, là? Puis de percevoir des interactions sociales en plaçant la donnée fonctionnelle dans une perspective de microéconomie domestique. Comment je pourrais dire? L'essai que je faisais dans ma thèse et que j'espérais lancer dans l'univers parce qu'encore une fois, c'est pas en le faisant une fois que ça va permettre de valider ou invalider cette proposition-là. C'est vraiment en cumulant les données, comparer, puis voir si c'est jouable finalement. Merci beaucoup, Marie-Michel.